Bonsoir à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir comme tous les soirs sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir. Mustafa Razrazi, vous êtes professeur à l'université de Sapporo Gakuen au Japon et vous êtes auteur du livre gris du terrorisme dont nous allons parler bien sûr ce soir. Merci d'être avec nous. Professeur Jamal Braoui, vous êtes journaliste au sein de Quid.ma et Khalid Chegraoui, vous êtes professeur d'histoire et d'anthropologie politique à l'Institut des études africaines à l'université Mohamed V de Rabat, Souissi. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. Le vendredi 20 novembre 2015, une semaine après les attentats qui ont endeuillé Paris, le président François Hollande recevait Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'Élysée et le remercier vivement pour, je cite, l'assistance efficace du Maroc dans la traque des terroristes. Ce sont en effet les services marocains qui auraient permis aux autorités françaises de localiser à Saint-Denis Abdelhamid Abaoud, cerveau des attentats. Quelques jours plus tard, le 24 novembre, c'était au tour de la Belgique de solliciter l'aide du Royaume dans sa recherche des réseaux terroristes présents sur son territoire. Une preuve de plus de la reconnaissance portée par les pays européens au Maroc, salué pour son efficacité en matière de lutte anti-terroriste. Une efficacité souligné et démontré dans un ouvrage, le livre gris du terrorisme au cœur de la coopération sécuritaire Maroc-Europe, dirigé par le professeur Mustafa Razrazi qui est avec nous ce soir, et déjà traduit en 5 langues. Ce soir, nous revenons avec lui et nos invités sur cette lutte antiterroriste marocaine. Quels en sont les piliers? Quelle est l'histoire du terrorisme au Maroc et son évolution? Quel rôle aujourd'hui joue le Maroc sur la scène internationale pour endiguer un risque devenu désormais mondial? Maroc, fer de lance de la lutte antiterroriste, c'est le titre de l'émission de ce soir. Le Maroc, un pays leader dans la lutte mondiale contre le terrorisme. C'est ce qu'a déclaré un responsable onusien. C'était à La Haye, en marge de la 9e réunion du comité de coordination du Forum global de lutte contre le terrorisme. Une plateforme qui rassemble plusieurs pays du monde. Objectif, appuyer les efforts de l'ONU pour développer une stratégie efficace. Cette haute responsabilité témoigne de la confiance accordée au Maroc à l'échelle internationale. Le Maroc multiplie les efforts pour prévenir les menaces terroristes qui guettent non seulement son territoire, mais aussi les pays frères et amis. À peine entré en service, le FBI marocain a démantelé un réseau de 13 individus liés à l'organisation État islamique. Depuis son inauguration, le Bureau central d'investigation judiciaire procède à plusieurs arrestations. Parmi les plus récentes, celle du jeudi 24 mars 2016, quand le BCIJ a démantelé une cellule terroriste de 9 membres. Il s'activait à Marrakech, Smara, Sidi Ben Nour et Ahad Soualm. Pour lutter contre ce fléau, les services marocains collaborent avec d'autres pays. Le vendredi 20 novembre 2015, le président français François Hollande a remercié le roi Mohamed VI pour l'assistance du Maroc, car les services marocains ont permis aux autorités françaises de localiser à Saint-Denis Abdelhamid Abaoud, le cerveau des attentats de Paris. Ces tristes événements ont remis au devant de la scène le rôle fondamental du renseignement marocain. Des experts internationaux ont donc rédigé un ouvrage intitulé « Le livre gris du terrorisme » au cœur de la coopération sécuritaire Maroc-Europe. C'est le fruit d'une étude d'un groupe de recherche international. Ses membres sont issus d'universités japonaises de renom. Bien, revenir sur l'histoire de la lutte antiterroriste et de la genèse finalement du terrorisme au Maroc, c'était le propos de ce livre. Ça va nous permettre vraiment de retracer en 60 minutes, essayer tout au moins d'avoir les principaux jalons. Le livre gris du terrorisme, je vais commencer par là, professeur Razrazi. Qu'en était la genèse? Comment vous avez pensé à écrire ce livre, le centre de recherche où il a été produit? Quand on lit ce livre, il y a un ensemble de données extrêmement factuelles, extrêmement détaillées, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les médias. Et c'est vrai que ça nous pose la question, comment a commencé finalement cette aventure pour écrire ce livre?
Merci Faisal pour m'avoir donné cette opportunité pour présenter et débattre de ce livre avec des collègues et l'audience marocaine. À vrai dire, la première version de ce livre a été publiée en arabe au mois de mai de l'année dernière, la deuxième version en français en décembre, la troisième version en anglais et en espagnol seront sur le marché à partir de la semaine prochaine, aussi bien sur Madrid qu'à Londres. Et la dernière version sera en japonais au mois de juin. Alors, ce livre, sa jeunesse a ses sources d'il y a 5 ans. Alors, je collectais des données sur le Maroc et dans lequel j'essaie d'articuler l'idée comme quoi le Maroc, un pays qui a lutté contre le terrorisme et qui a aussi lutté contre le radicalisme et l'extrémisme. Alors, le thème est basé à Tokyo. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé depuis 2013, collecte de données de différentes sources, que ce soit des sources publiques ou privées, des agences de renseignement, le ministère de la Justice au Maroc. Et il a fallu qu'on travaille encore 12 mois pour comparer et développer notre base de données. C'est ce qui explique la prolifération de données. En termes de contenu, le livre contient 3 axes. D'abord, une révision de la littérature sur le phénomène du terrorisme au Maroc, et nous avons conclu pour dire que le terrorisme au Maroc ne date pas de 2003, mais qu'il revient aux années 70 suite à l'assassinat du leader marocain politique Omar Ben Jelloun par Shabib al-Islami à l'époque, et à travers un deuxième processus qu'on a appelé la fragmentation des groupes et la construction avec 3 stratégies. Alors, il y a des groupes qui ont renouvelé leur allégeance au sein du Maroc, d'autres ont choisi l'Hijra al-Jihadiyya stratégie pour aller en Bosnie et ailleurs, et un troisième groupe qui est minoritaire avait établi des alliances avec des groupes terroristes maghrébins ou euroméditerranéens. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre est une radioscopie du profil des groupes. On n'a pas mis l'accent sur des profils individuels pour la simple raison parce qu'on est en train de parler de différentes écoles d'analyse, et par conséquent, nous avons choisi de présenter au public une analyse commune. C'est la raison pour laquelle on parle de la taille, des caractéristiques du groupe. Et le troisième et dernier chapitre qui met l'accent sur la stratégie marocaine dans la lutte du terrorisme, ce que nous appelons l'alchimie ou l'alchimie. Alors, on ira en détail, bien sûr, c'est Vaslavi, dans ce qui sera dans ce livre. Alors moi, j'ai parcouru quelques pages, j'en ai marqué quelques-unes, je lirai quelques passages, et c'est vrai qu'on apprend des choses extrêmement intéressantes. Il y a beaucoup de choses médiatisées, et là, on découvre des choses qui sont beaucoup moins et qui méritent d'être analysées. Chegraoui, on avait besoin d'un recueil de ce type dans un contexte où, lorsqu'on voit dans les médias internationaux beaucoup d'experts qui se succèdent, on a beaucoup parlé sur ce plateau, à essayer de faire des typologies des terroristes. Là, il y a un travail qui est fait, d'aller en amont et d'essayer d'avoir une analyse dynamique et extrêmement documentée. Je le répète encore une fois, lorsqu'on rentre dans le livre, on voit à travers de rapports de police bien précis, on voit que certains faits divers, qui sont en fait des faits divers, peuvent être rattachés à finalement des mouvements terroristes. Effectivement, le livre a été fait de manière... en fait, il y a deux approches.
La première approche, c'est une approche pédagogique, scientifique, basée sur la collecte de l'information, l'organisation de l'information, dans un cadre, d'une certaine manière, elle est chronologique et d'autres manières, elle est thématique aussi. Donc on a ces deux approches. La deuxième chose, c'est aussi le fait de vouloir vulgariser une certaine information, très difficile à appréhender par le commun des mortels. Le problème aussi, c'est que dans ce cadre-là, on a énormément d'informations qui circulent. C'est pas évident de faire le tri, ce qui fait partie de l'info juste, réelle, qu'on peut vérifier sur le terrain, ce qui fait partie de l'intox, et ce qui fait partie d'un certain nombre d'analyses fortuites qui ne se basent pas vraiment sur des réalités concrètes. Parce qu'il y a énormément de gens qui se prétendent être des experts dans le domaine, et qui ont pu développer un certain nombre d'approches et d'analyses qui n'ont rien à voir avec la réalité du terrain, ni avec les spécificités de chaque groupe, de chaque acte, de chaque action, dans un temps bien déterminé et dans un espace géographique aussi bien déterminé. Et le fait de faire des comparaisons à l'emporte-pièce nous ramène quand même à des dysfonctionnements en termes de compréhension et d'analyse. Donc, moi, ce qu'on peut louer à ce livre, c'est le fait d'avoir en même temps réussi à intégrer cette approche scientifique, même je dirais universitaire, car ce n'est pas un manuel du tout, c'est vraiment un livre très très bien documenté, basé sur une approche pédagogique qui a le mérite quand même de démontrer la compétence des auteurs et de l'ensemble des gens qui ont participé, parce que c'est un travail de groupe qui est basé sur une réflexion bien bâtie à travers ce groupe, bien sûr, qui a travaillé énormément, je pense, principalement à l'université japonaise, et avec un réseau de relations extraordinairement bien établi de par le monde. Et deuxième chose, le style. Alors là, déjà, moi j'ai eu l'occasion de voir la copie arabe, qui est très abordable, et aussi cette copie en français, où là, on n'est pas dans cette préciosité du style pour montrer le côté intellectuel de la chose, mais beaucoup plus de faciliter l'acte de lire, premièrement, et surtout l'acte de comprendre et de pouvoir par la suite animer ou bien prétendre établir une certaine analyse personnelle à travers la lecture. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un livre qui peut aussi, en même temps on peut le considérer comme un livre de départ, et aussi comme un livre d'arrivée. Mais si je suis étudiant ou chercheur dans le domaine, je commencerai par ce livre, et déjà j'ai une matière extraordinaire qui a besoin d'être encore analysée, et qu'on peut aussi mettre un certain nombre, il y a autant de grilles d'analyse qu'on peut mettre dans ce cadre-là, et on pourra arriver à d'autres résultats, parce que c'est un domaine qui est toujours en friche. On n'est pas encore en mesure, d'ailleurs aujourd'hui même, on n'est pas vraiment en mesure d'établir de véritables et définitives grilles d'analyse de ce phénomène. Voilà, ça y contribue. Sibraoui, après on ira bien sûr dans différentes conclusions, parce que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on n'est pas dans un dogmatisme d'idées préconçues sur ce qu'est le terrorisme. On est vraiment dans le factuel, à essayer justement d'avoir des différents points d'analyse. Moi j'ai lu la version arabe. Moi, je pense d'abord que c'est un apport académique d'une très très grande valeur, parce que là, nous avons, il y a une partie analyse au départ, mais surtout nous avons les faits réels, les rapports de police, les enquêtes et tout ça. Et ça nous donne, sur un ensemble de débats, ça nous donne maintenant, avec les années qui sont passées, avec toute l'expérience marocaine dans ce domaine, ça nous donne des possibilités aussi pour tirer certains enseignements. Par exemple, je me rappelle, après le 16 mai 2003, tout le monde a commencé à parler de la précarité, comme si la précarité, la pauvreté, en 2003. En 2003, et comme si ça justifiait quoi que ce soit. Maintenant qu'on a la masse d'informations qu'on a, on sait très bien que ce n'est pas lié à la pauvreté, que ce n'est pas qu'il faut aller chercher ailleurs, c'est-à-dire chercher dans les idéologies. Le livre rappelle très bien que les premières prémices du terrorisme, c'est quand même les années 70 avec la Chaviva Islamia. C'est pas parce que maintenant certains de ces anciens membres sont parlementaires ou ministres qu'il faut oublier cette partie de l'histoire. Donc, troisième élément, donc il n'y a pas de pauvreté, la pauvreté n'est pas là, c'est une histoire d'idéologie. Troisième aspect très important développé par le livre, c'est que
même sur la question de l'âge, c'est que le profil, il n'y a plus un seul profil. Il faut donc aller chercher ailleurs. Et je suis un peu l'actualité en France et en Belgique, et on voit très bien que les derniers spécimens de terroristes ne passent pas par la case Ibn Taymiyyah, ne passent pas par la case spirituelle. C'est des gens qui passent du grand banditisme au terrorisme par un truc très rapide. Et là, je parle encore sous l'autorité de Mustafa parce que je sais qu'il a fait un doctorat sur ce sujet-là. Il y a des techniques d'endoctrinement qu'il maîtrise très bien, que les djihadistes, que Daesh maîtrise très bien, et qu'il nous faut savoir contrecarrer parce que les recettes toutes prêtes, c'était l'idéologie, on va faire mettre de cette cuit, on va faire ça. Ça ne marche pas nécessairement. Ça fait passer à côté de beaucoup de choses. On peut passer à beaucoup de choses. Et je crois que ce livre est très utile pour tous ceux qui veulent réfléchir à ce qui se passe dans notre pays et dans le monde. Alors, le livre souligne notamment les performances des services marocains, je l'ai dit dans mon introduction, en matière de lutte antiterroriste. Comment on peut la mesurer? Est-ce qu'on sait le nombre de cellules qui ont été démantelées? Le BCIJ annonce très souvent le démantèlement de plusieurs cellules. On a eu le BCIJ sur ce plateau, et qui nous a vraiment traduit le travail qui a été fait au quotidien et dans l'ombre. Au-delà des annonces, il y a un travail qui est fait de terrain extrêmement important. Est-ce qu'on a une idée finalement aujourd'hui du risque encouru? Parce que finalement c'est ça, c'est la vraie question qu'on se pose aujourd'hui. C'est l'Odrazi. En réalité, la leçon à tirer, que ce soit de ce livre ou d'autres livres, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro quand on fait face au terrorisme ou quand on lutte contre le terrorisme. C'est la raison pour laquelle on l'appelle terrorisme. C'est quelque chose qui arrive soudainement. Ça peut être le travail d'une ou deux personnes et sans pour avoir le moindre contrôle sur la situation. Mais quand on parle de l'approche marocaine pour lutter contre ce phénomène, que ce soit à l'intérieur du pays ou dans le cadre de partenariats ou coopération avec d'autres pays, les efforts sont très louables. Et cela depuis 2001. Il y a l'engagement de l'État marocain, pratiquement la signature de pratiquement toutes les conventions internationales. Et même la performance marocaine est adaptée et compatible avec ce qu'on a signé. Il y a aussi d'autres éléments qui ont soutenu cette approche. Alors pour ce qui est de la manière dont nous avons travaillé sur ce livre, c'est que j'ai trouvé qu'il y a 6 mécanismes que le Maroc a développés pour arriver à ce qu'on appelle les meilleures 6 stratégies. En français, on appelle l'alchimie de l'approche marocaine. Alors, cette approche est basée sur la réforme au niveau religieux. Malheureusement, ce n'est pas très clair dans les médias, pour la simple raison que ça ne touche pas au contenu du discours religieux. C'est surtout la configuration de la sécurité spirituelle. Elle a à voir avec la réglementation de l'acteur religieux qui est devenu un public plutôt qu'un volontaire, la gestion de l'espace, c'est-à-dire des mosquées, et la formation de ces acteurs, les imams, ainsi de suite. La deuxième partie, c'est les réformes au niveau sécuritaire qui ont démarré par la reconstruction des préfectures de police. C'est ce que nous appelons la police de proximité et les canaux directs entre les provinces et les sièges. L'autorité marocaine a aussi créé des départements, notamment le blanchiment d'argent, la cybercriminalité
et aussi un département de renseignement. Il y a d'autres réformes socio-économiques que tout le monde connaît. Il y a les réformes juridiques, l'arsenal juridique, notamment le code pénal marocain, et aussi, comment on appelle ça, la réintégration de la question de la bonne gouvernance des droits humains dans ce qu'on appelle l'approche sécuritaire. Et c'est ce qui explique la création du BCG. Parce que c'est le pont entre le département, les sections de la loi, pour s'acquitter de sa tâche dans les meilleures conditions possibles. Comment je peux, c'est-à-dire exécuter, implémenter, mettre en œuvre tous les aspects sécuritaires. On reviendra là-dessus. C'est vrai que là, Cyril Razi nous a décrit finalement le mix, cette alchimie pour la stratégie de lutte antiterroriste au Maroc. Ça prend donc la réforme du champ religieux, ça prend la réforme du code pénal ou l'adaptation du code pénal, tous les chantiers structurants, socio-économiques, ça on l'a bien compris. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intégré. C'est ça qui fait aujourd'hui l'efficacité de la lutte antiterroriste. C'est tout ce mix-là au-delà de l'approche purement sécuritaire à laquelle on peut assister dans d'autres pays? Oui, effectivement, entre autres, parce qu'il y a pas mal d'autres choses qui ont été faites dans ce cadre-là. Jamal Baraoui tout à l'heure a parlé de la question économique, parce qu'à l'époque, quand on pensait que c'était la seule, il y avait aussi un travail qui a été fait concernant la marginalisation d'un certain nombre de quartiers. Donc ça existe, c'est une part, mais ce n'est pas tout. C'est juste un tout petit pourcentage dans la chose. Et il y a eu un travail de revalorisation d'un certain nombre d'espaces qui étaient considérés comme exclus, marginalisés, et qu'il a fallu quand même s'y intéresser. C'est ainsi qu'on a mis en place un certain nombre de politiques de développement local et intégré qui ont donné quand même de très très bons résultats. Bon, entre autres aussi, il y a quelque chose de très important. C'est en même temps du sécuritaire, mais en termes de stratégie, d'approche, et surtout le renseignement. Le grand problème, ce qui a failli principalement en Europe, c'est qu'il y a eu énormément d'évolutions en termes de gestion de management du renseignement vers des procédés beaucoup plus technologiques, qu'on a oublié le côté proximité et cette analyse de terrain, de proximité humaine tout à fait normale de ce personnage-là qui va s'asseoir dans une mosquée, qui va parler avec les gens, du commerçant, d'un certain nombre qui sont totalement humaines, qu'un ordinateur ne pourra en aucun cas faire, ni un drone ne pourra observer. Et c'est quand même, cette approche est très importante. Et là, c'est quand même, je dirais pas qu'on est au top de ce niveau, mais quand même, il y a une grande expertise dans ce domaine-là. La preuve en est, la coopération aujourd'hui qui se fait, et principalement entre l'Espagne et le Maroc, qui donne énormément de résultats. D'ailleurs, l'Espagne, elle suit plus ou moins la même alchimie, et ça fait depuis longtemps quand même, que énormément de cadres intellectuels marocains, pas spécifiquement des religieux ni des cadres du secteur du management de la religion, mais des intellectuels qui ont les deux pieds de part et d'autre et du champ intellectuel et du champ purement religieux, qui traversent quand même le détroit, qui vont de l'autre côté, soit au contact de la population musulmane d'origine maghrébine, principalement marocaine, mais aussi cette population espagnole islamisée, qui est beaucoup plus virulente, parce que le nouveau, c'est-à-dire le converti est beaucoup plus dangereux, même beaucoup plus prophète. On l'a vu avec les différents profils. Et c'est pas évident. D'ailleurs, on peut lui inculquer n'importe où, n'importe comment, à n'importe quelle sauce. Et ça devient de beaucoup plus dangereux. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là du renseignement qui est très important. Et aussi, il faut pas oublier, tout seul, Serzazi l'a si bien expliqué, on ne peut en aucun cas prétendre mettre en place de véritables stratégies continues, efficaces à 100%. Il faut qu'il y ait
l'apport de tous. Et dans ce cadre-là, la coopération internationale est devenue aujourd'hui... Alors justement, comment ça se passe? On parle de la Belgique, on parle de la France, qui ont salué l'efficacité des services marocains. Comment ça se passe concrètement aujourd'hui? Est-ce qu'on sait aujourd'hui, de dire là, est-ce qu'on a encore des agents sur place? Est-ce qu'ils ont besoin de nous, je veux dire, de nos services pour... Alors, si j'écoute ce que vous dites, c'est quoi? C'est remettre le renseignement à l'ancienne, c'est-à-dire qu'en gros, revenir sur des fondamentaux du renseignement sur lesquels la France et d'autres pays étaient bons. Hein. On ne va pas dévoiler. Non, on va rien dévoiler, mais bon. On va rien dévoiler, mais tout le monde sait que dans le cadre d'un échange de bons procédés, il y a des agents marocains qui sont présents, ne serait-ce que pour suivre un peu l'évolution des immigrés. Ils sont présents en France, ils sont... Le problème de la France, de la Belgique, c'est effectivement qu'ils n'ont plus de renseignements humains au niveau très bas, dans les quartiers et tout ça. La France a fait, à mon avis, je ne suis pas français donc je m'en fous un peu, mais ils ont fait une erreur en enlevant leur DRG. Donc ils se sont privés de l'information de proximité et tout ça. Et le Maroc collabore. Le grand problème, si on veut faire un peu de prospective, c'est que maintenant que les Européens collaborent avec nous, qu'ils sont conscients que c'est quelque chose de très dangereux, que c'est pas le Maroc qui est seul menacé, nous n'avons pas encore réussi à avoir une vraie collaboration avec l'Algérie. Or, tout laisse à penser que le prochain État qui sera, en tant qu'État, qui sera menacé de dislocation et tout ça, ça peut être l'Algérie. Or, on sait maintenant, parce qu'il y a une crise économique, il y a une crise politique, il y a tout ce qu'on veut. Et on sait maintenant que l'un des points d'appui des terroristes, c'est quand il y a effritement de l'État. Dès qu'il y a effritement de l'État, ils peuvent s'incruster. Chez nous, ils n'ont jamais réussi à mettre sur pied un seul camp. En Algérie, il y a toujours des camps. Maintenant qu'ils appellent ça des terrorismes résiduels. Mais en fait, de résiduels, il y a encore des parties de la montagne qui sont occupées par ces gens-là. La coopération internationale, c'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. Parce que ce terrorisme est transnational. Nous avons été attaqués par des étrangers, d'abord par des Algériens français, ensuite par un pur français. Et là, on vient d'arrêter des gens de différentes nationalités. Et il y a des Marocains qui ont commis des atrocités ailleurs. Les gens qui sont en Syrie, ils sont de toutes les nationalités. Donc, la sécurité, l'information, au moins l'échange d'informations, doit être quasi immédiat si on veut y aller. Cependant, nous ne pouvons pas y arriver s'il n'y a pas de collaboration entre les deux poids lourds de la région, c'est-à-dire le Maroc et l'Algérie. Moi, je suis un peu, en tant que journaliste, je suis ces affaires, et il y a deux choses. Nous avons le Sahel c'est juste à côté. Nous avons le Polisario qui est un point de fixation et de passage de trucs, à partir de Tindouf, tout passe. On peut avoir de la contrebande, des armes, des trucs. Et nous avons la Libye qui ne s'en sort toujours pas, qui est insécure. Et donc, nous avons aussi nos intérêts, nous obligent à plutôt regarder vers le sud. Et ça va être le challenge de l'avenir. C'est Razi, ensuite c'est Chegla. Ce que mes collègues viennent de dire est très important, certes. Et il est vrai que depuis 2001, la coopération dans le domaine de la sécurité n'a pas cessé de changer. Je me rappelle qu'il y a un livre qui a été publié par David Steele, un ex-CIA agent, et il a mis en exergue, où il a souligné la chute ou l'échec des différentes agences de sécurité américaines en 11 septembre, et un problème de technologie et non pas de facteur humain, parce qu'il n'y avait pas de facteur humain, c'est la technologie qui a failli en quelque sorte. Et le Maroc est de nature doué quand il s'agit des ressources humaines dans l'aspect sécuritaire.
Quand on parle de la sécurité ou la coopération marocaine dans le domaine de la sécurité, il y a trois axes à prendre en considération. D'abord, une coopération qui est basée sur des accords bilatéraux, notamment un cadre juridique entre le Maroc et l'Espagne, à titre d'exemple, parce que ça a été étendu non seulement au partage de l'information, mais aussi le partage même des ressources humaines, échange de ressources humaines et des opérations conjointes. Avec d'autres pays, la coopération est limitée au niveau renseignement. Mais généralement parlant, il y a quelques difficultés, par exemple avec notre voisin l'Algérie, même s'il y a des menaces énormes qui nous proviennent du Sahel et aujourd'hui même de la Libye et avec le phénomène de migration, il va falloir penser à d'autres nouveaux problèmes. La deuxième difficulté est en relation avec les pays développés, parce qu'il arrive parfois que des pays développés, dans le domaine de la coopération, ils demandent non seulement l'information, mais la source d'information. Et ceci peut donner lieu à ce que nous appelons un conflit d'intérêts. Le troisième phénomène, et là, j'estime que le Maroc est excellent parce que le Maroc a l'excellence dans ce que nous appelons la gestion du terrorisme de troisième génération, c'est-à-dire la menace urbaine. Cependant, dans les pays avoisinants, comme c'est le cas en Algérie, toutes les opérations sont menées par le corps militaire. Mais comme vous le savez, la différence des renseignements militaires dans le domaine des militaires, on appelle ça les renseignements macro ou stratégiques. Alors que les renseignements urbains, c'est ce que nous appelons les renseignements opérationnels. Et c'est ce qui explique l'excellence du Maroc dans la lutte contre le terrorisme. Parce que dans d'autres pays, ils ont toujours l'armée qui est en train de lutter contre le terrorisme et par conséquent, ils n'arrivent pas à arrêter le terrorisme, mais ils ne peuvent que les tuer et non pas les achever. Alors je vous arrête, on fait une petite pause et je vous ferai réagir au propos de Seraz Razi, notamment cette collaboration avec l'Algérie, ces échanges d'informations. Qu'est-ce que ça peut impliquer dans l'avenir? Tout de suite. Le Maroc, fer de lance de la lutte antiterroriste, c'est le propos de ce soir, notamment à l'occasion du livre que nous présentons aujourd'hui, le livre gris du terrorisme avec Mostafa Razrazi qui est avec nous. C'est Chegraoui, vous voulez réagir au propos de Sebraoui, Razrazi? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose concernant toute cette production, que ce soit basée sur le renseignement ou autre. Et il y a quand même eu une carence en Europe et principalement en France. Je me rappelle très très bien. Avant l'installation du visa, il était beaucoup plus facile pour les étudiants marocains, algériens, tunisiens d'aller en Europe et principalement en France. Et ils alimentaient les laboratoires d'études et les centres d'études et de réflexion. En même temps, c'était les informateurs de place native. C'est eux qui allaient dans le souk, dans le marché et dans la mosquée. Les grandes écoles qui étudiaient à l'époque, et ça a commencé bien avant, dans les années 70, il y avait une très très grande école à Aix, où on a eu énormément d'anthropologues, de grands spécialistes des mouvements islamistes de tout genre, et il y a aussi l'école de Paris. Et ces deux écoles reposaient totalement sur une main-d'œuvre maghrébine. À partir de 1986, il n'y en a plus. Et énormément de laboratoires se sont trouvés soit coupés de cette main-d'œuvre qui pouvait accéder à des lieux de prière, à des lieux totalement fermés et même impossibles pour un occidental non musulman.
Et bien sûr, ça a donné lieu à une carence énormément en termes de production savante dans ce cadre-là. La même chose... Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la politique de visa a eu un résultat finalement inverse de ce qui pu être escompté à l'époque. Bah écoute, même autrement, il y avait quelque chose qui ne regarde nullement l'islamisme. Oui. Il y a le plus grand laboratoire de palmiers dattiers qui existait en Europe, il était à Montpellier, il est fermé depuis. Tout simplement parce que les seuls qui allaient y travailler, c'était les Marocains, les Algériens et les Tunisiens. Il n'y a pas de palmiers dattiers quand même en France. D'ailleurs, il y a encore des palmiers dattiers à Montpellier. Mais non, mais c'est un problème énorme. Cet échange culturel, cette mobilité a produit à l'époque, et depuis pendant pas mal d'années, elle a produit une main-d'œuvre, une production savante très importante, et ça a produit par la suite une véritable expertise. D'ailleurs, le même problème, on est en train de le vivre. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a le livre de M. Zrazi, mais combien de livres on en a dans ce domaine-là? Il y en a très peu. Et ça nous manque énormément, une véritable expertise savante, intellectuelle et intellectualisante. Et on en a besoin. Il faut mettre en place de véritables laboratoires de réflexion au sein des universités, des écoles. Car le grand problème aujourd'hui qui va s'opérer, effectivement, il y a un travail extraordinaire qui se fait par les forces de sécurité, qui se fait par l'État, en termes d'approche économique, gestion du fait religieux, de l'espace religieux, de l'espace de prière, et bien sûr de la sécurité du renseignement. Mais il va falloir aussi mettre en place des cellules de réflexion, car de l'autre côté, on pense, on écrit, et on évolue aujourd'hui les bases sur lesquelles reposent les stratégies terroristes, que ce soit sur le plan intellectuel ou sur le plan tactique, évoluent de manière extraordinaire et on n'est pas en mesure de les suivre. D'ailleurs, il suffit de revoir l'aspect technologique, comment il est utilisé par l'État islamique, la communication, cette maîtrise de la communication, de l'image. On parle d'Aïchoud. Oui. C'est extraordinaire avec leur véritable noyau d'informations. D'ailleurs, aujourd'hui même, on peut aller facilement sur le net il y a des agences presque de presse électronique spécifiques qui font l'apologie du Daesh. Et là, ça nous pose énormément de problèmes parce qu'il y a aussi un autre problème, et là, Serzrazé pourra en parler beaucoup plus amplement, il est beaucoup plus spécialiste que moi dans le domaine, c'est l'aspect psychologique de la donne de la chose. Comment traiter cette question-là de manière... Parce qu'on pense généralement à la victime. Le relais psychologique, il est très important pour la victime de l'attentat. Mais l'acteur lui-même, il est très important. C'est vrai, oui, on en a parlé. On est aujourd'hui à une génération qui n'est pas passée par la case électorale. Quand on voit les plateaux européens, les médias, qu'ils soient français, qu'ils soient belges, la question aujourd'hui sur tous les plateaux, c'est essayer de comprendre qui sont ces gens-là, pourquoi. Et puis on a eu Rachid Benzine, Jean Birnbaum qui nous ont livré leurs analyses. On parlait il y a l'école de l'humiliation, il y a d'autres écoles idéologiques, etc. Et on est en train d'essayer de trouver un facteur clé, mais il n'y en a pas qu'un seul. Voilà. Il ne faut surtout pas refaire 2003 et importer ce genre de débat. De mon point de vue, les facteurs sont multiples. Il y a nécessairement un aspect identitaire par rapport à ce qui se passe à l'étranger, par rapport à la question palestinienne, par rapport à il existe, mais il n'est pas déterminant. L'aspect religieux dans son aspect Ikhwan Muslimin ou plus avant Sayyid Qutb, tout ça. Cet aspect existe, mais on voit très bien qu'il n'est même plus déterminant. On ne peut pas me dire, moi, que le gars qui, 15 jours auparavant, avait un bar, vendait du hache, en 15 jours, il a lu Sayyid Qutb, il a lu Ibn Taymiyyah, il a décidé d'aller se faire exploser. Je ne peux pas l'accepter. Donc, rationnellement, il faut discuter de tout ça et ne pas réagir comme des sociétés qui ont un problème avec une minorité qui essaie d'englober toute la minorité dans ce problème et tout ça. C'est pas le même problème que nous avons chez nous et c'est pas le même profil. Je parle encore une fois sous l'autorité de Simstava. C'est pas les mêmes profils parce que chez nous, les gens ont une quête de spiritualité avant. Ce que les terroristes européens n'ont pas.
Et donc c'est une différence absolue. Je sais que Simsaf a fait une thèse de doctorat sur ce sujet, comment on prépare les kamikazes et tout ça, et nous en parlons peut-être. Vous m'avez traduit. Merci beaucoup. Nous en avions parlé sur ce plateau, hein, parce qu'on en avait parlé, vous avez justement été en contact avec des gens qui avaient perpétré des attentats ratés, hein, voilà, et c'est vrai que le côté psychologique, il y avait à boire et à manger, et c'est ça qui était important pour essayer d'avoir une typologie. C'est vrai que là, ça nous permet de faire la différence, bien sûr, parce que c'est le livre du terrorisme, on voit bien le terrorisme au Maroc, hein, vous revenez dans l'histoire du terrorisme au Maroc, et vous rejoignez ce que dit Sibalawi, c'est-à-dire qu'en gros, les problématiques sont absolument différentes entre ce qu'on a pu voir à l'étranger et le terrorisme au Maroc. Et c'est pour ça que dans ce livre, nous essayons de traiter des cas individuels et non pas des cas de groupe. Alors, je voudrais revenir à ce qu'a dit Jamel quand il parle de la nouvelle génération des kamikazes affiliés à Daesh, comment ils sont recrutés et comment ils passent à l'exécution en un clin d'œil, alors qu'ils n'ont pas eu le temps de lire telle ou telle œuvre religieuse. Alors, depuis 2004, il y a eu un nouveau phénomène au Moyen-Orient. C'est que les groupes terroristes ne sont pas soucieux de ce qu'on appelle en arabe At-Tandim al-Qutri, les organisations locales. Ils sont plutôt concernés par des groupes déconnectés et l'action, la cible. Et c'est là où réside le défi, même pour les agences de renseignement. Le suivi d'une personne sans pour avoir collecté des données sur cette personne est très problématique. Alors, pour ce qui est de l'aspect psychologique, outre mon domaine de travail, il y avait un autre livre qui a été publié par des chercheurs des États-Unis comme Mark Steidman au Herald Post et même des chercheurs israéliens et palestiniens aussi qui ont travaillé sur le domaine. Il y a aussi des Irakiens qui ont travaillé sur le sujet. Je ne peux pas dire, je ne peux pas prétendre que mon livre est le meilleur, mais généralement parlant, ils étaient victimes de ce que nous appelons le stéréotype. Ils étaient en train de défendre un programme politique. Par exemple, l'Américain, il était motivé par son propre Bush, qui voulait dire que tous les terroristes qui étaient en septembre étaient les mêmes, ou qu'ils sont malades. Alors Herald Post aussi travaille sur les cultes. Il prend quelques cas du mouvement kurde pour dire que le phénomène, c'est ce qu'on appelle le narcissisme collectif parmi ces acteurs. Alors, dans le cas marocain, on a une variété de personnalités, en quelque sorte. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important dans le cas marocain, c'est le mécanisme psychologique qui a suivi le recrutement. Et pourquoi ces individus étaient préparés psychologiquement pour être recrutés. On va parler de trois problèmes à ce niveau-là. Il y a un déficit au niveau des renseignements, mais qui ne représente que 5%. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un déficit de renseignements, mais il y a un déficit social, dans le lien social. Ça dépassait 48%. Et l'autre 42%, c'est ce que nous appelons un déficit émotionnel. Les gens qui ont subi des incidents. Je suis tout à fait d'accord avec Jamal que la pauvreté n'a jamais été
un facteur déterminant dans la production du terrorisme. Mais l'environnement de pauvreté est un facteur qui aide à cela, parce que la pauvreté a un aspect culturel, c'est un moyen de mener sa vie. Alors l'environnement est très déterminant, mais pas le facteur économique. J'aimerais revenir juste au risque, bien sûr, au niveau du Sahel. Vous en avez parlé tout à l'heure, on l'a évoqué. Quels sont les risques concrets aujourd'hui auxquels doit faire face le Maroc, qui lutte activement à ce niveau-là? Les groupes djihadistes en présence, comment arrive-t-on à les gérer aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le faire seul? Vous l'avez dit, le problème notamment avec l'Algérie, est-ce qu'on peut y faire face seul? Le Sahel, c'est vraiment une bombe à retardement au continu. Et au fait, il faut le dire, rien n'a été résolu au Sahel. L'opération Serval, qui est suivie par l'opération Barkhane aujourd'hui, elle sert un agenda politique bien déterminé. C'est dans un espace immense, incontrôlable, avec des contradictions identitaires, politiques terribles, qui sont liées à la naissance de l'État par un diktat colonial, avec des frontières imposées à des sociétés nomades, ce qui a imposé des modèles économiques terribles dans la région et des disparités impossibles. Il suffit de comparer un Touareg de l'Aldrari Foras du nord du Mali avec son cousin de l'autre côté qui vit à Tamrast. Bien sûr, prix argent du pétrole aidant, quand même le Touareg de Tamrast, il est quand même dans un petit cocon bien à lui. C'est vrai, on lui a jamais permis d'accéder au statut de citoyen numéro 1, mais c'est l'éternel assisté, mais quand même qui vit beaucoup mieux que l'autre près de Kidal, qui n'a absolument rien, qui n'arrive même pas à vivre avec à peu près au maximum $2 ou 2 euros par jour. Donc on est dans des disparités, et ils sont cousins, c'est la même famille. Le problème, c'est que ces frontières imposées déjà par la France, les États qui ont suivi, en majorité, ils ont failli à leurs responsabilités dans l'espace. On oublie que ce qui s'est passé au Mali, au nord du Mali, n'est pas seulement lié à une condition ou à une prédisposition du Nord, mais c'est lié aussi à la faillite de l'État. Depuis le coup d'État de 69 de Traoré jusqu'à maintenant. Et c'est lié à différents agendas qui sont en train de jouer leur petit rôle dans cet espace, parce qu'on ne peut en aucun cas comprendre ce qui s'est passé au nord du Mali sans revenir un tout petit peu à l'histoire. C'est l'annonce ou bien cette promesse faite par la France à un moment donné à la population touareg qu'ils pourront même avoir une entité nationale à un moment donné qui n'a jamais été exécutée. Mais la promesse, elle est toujours là. C'est le conscient, le subconscient historique qui le conserve. Par la suite, on est entré dans des contradictions terribles. Un coup d'État, mise en place d'un système soi-disant socialiste, mais qui n'en est pas, en fait une véritable dictature qui coupe le Mali de son environnement historique et sociologique. D'ailleurs, il y a eu une grande coupure avec le Maroc, et beaucoup de familles marocaines résidentes à l'époque ont quitté le Mali, et ça a touché de plein fouet l'économie d'un certain nombre de villes comme Tombouctou. Troisième chose, l'intervention du nouveau agenda dans la région, du leadership maghrébin, principalement algérien. Donc les accords de 2005, 2006, 2007 de Tamrast, qui ont donné lieu à, voilà, pour résoudre le problème, on va vider le nord de l'autorité malienne. On vide le nord de l'autorité malienne, on pousse le GSPC par la suite, bon, le GA et l'ACMI qui en a découlé, et voilà, et qui commence à circuler de manière beaucoup plus libre en Algérie, bon, alors, au moins quitter notre territoire et descendre par le sud. Alors il y a eu une sorte de connexion très dangereuse. Le pauvre trafiquant de gasoil, cigarettes, par la suite téléphone portable. Pauvre, Oui, oui, mais au fait le patron du voilà, mais c'est le passeur en fait qui est toujours pauvre. Le passeur il est toujours pauvre, c'est sûr. D'une part, le terroriste, pour lui c'est une manne financière extraordinaire, un territoire non contrôlable, et l'État malien et les autres États, voilà, ils sont là dans leur espace,
du moment qu'il ne nous touche pas. Mais personne n'a prédit la chute du régime de Kadhafi, le retour des Touaregs armés. Donc c'est une alchimie terrible. Là, vous nous avez fait un tableau, non mais c'est vrai, de cette alchimie qui est extrêmement compliquée. Mais le grand problème, mais la question aujourd'hui, est-ce qu'il quoi on a bien parlé de coopération régionale, bon, on a parlé de la coopération avec l'Europe. La coopération régionale, est-ce qu'il en faut une et est-ce qu'elle est imaginable aujourd'hui dans le contexte actuel? Juste un mot, et je vous donne la parole. Aujourd'hui, c'est pire qu'avant. Aujourd'hui, en fait, il y a eu une stratégie. La France est entrée dans l'espace, demandant l'aide du Maroc, du Mali, du Sénégal, de tous ces pays et de l'Algérie. Il a été refusé par une partie des militaires algériens, principalement par la DRS, accepté par la présidence, on ne sait pas qui, mais accepté en tous les cas par le Mouradia. Intervention, il y a eu aide marocaine, très importante. Intervention de Serval. Les autres, bon, les soi-disant djihadistes, ils sont beaucoup plus intelligents d'ailleurs que tous les acteurs de la région. Ils se sont dispersés dans l'espace. La Libye était une des zones les plus importantes de rapatriement de leurs forces, principalement Belmokhtar, qui a des liens beaucoup plus compliqués avec les sécuritaires algériens. Par la suite, il y a eu une manipulation terrible de l'espace afin d'éloigner le Maroc, de participer à une collaboration pour la gestion de cet espace. Et malgré tout ce qu'on a pu présenter, que ce soit sur le plan diplomatique, religieux et technique aux Maliens, l'Algérie a fait le régime algérien quand même, il a tout fait afin d'éloigner le Maroc. On a éloigné le Maroc, tant mieux. Ce qui s'est passé par la suite, de nouvelles agendas se sont mis en place et là, qu'est-ce qu'on a constitué? On a constitué le G5. C'est le groupe des 5 pays du Sahel avec une force stationnaire de force spéciale en Mauritanie à Nouakchott et une école de formation par des Européens sans aucune véritable expertise de l'espace, premièrement. Deuxième chose, en éloignant, et il faut le dire, en éloignant les principaux acteurs de leadership régional. La Mauritanie a éloigné le Sénégal, qui la gêne énormément. Et je vois très très mal comment le Sénégal ne peut pas participer à une politique d'élaboration de stratégie de contre-terrorisme dans la région. La preuve, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc tout le monde peut être touché. Et par la suite, la France a eu son cadeau, en acceptant l'éloignement du Sénégal, elle a eu son cadeau, l'éloignement de l'Algérie. Et je déplore que l'Algérie ne soit pas un acteur dans la région. Elle a 1200 km de frontières seulement avec le Mali. Mais le problème, c'est que quand vous nous avez... L'arroseur a été arrosé en fin de compte. Sibaraoui. Alors, après le récit éloquent de Sissi Baraoui, qui nous a bien résumé la situation et son histoire. Je vais aller dans le même sens, juste donner quelques éléments qui vont d'ailleurs dans le même sens. Le risque venant d'Israël est très grand. Il est très grand parce que c'est une région très vaste, parce que nous avons d'autres chafouettés là-bas, parce que nos soldats qui sont dans les provinces du Sud, ils ont quand même un boulot à faire. Les frontières sont très poreuses, et reconnaissons-le, parce que pendant un certain temps, avant qu'il n'y ait ces problèmes de terrorisme, le Maroc avait une certaine complaisance vis-à-vis de la contrebande et tout ça, qu'on laissait un peu les gens se débrouillaient un peu dans ces régions-là. Donc maintenant, le risque est très grand. Or, le risque est d'autant plus grand qu'on a vécu l'éclatement de l'État libyen, et on a vu, parce que la Libye, c'était un arsenal à ciel ouvert. Ils ont pris des armes lourdes, ils ont pris tout ce qu'ils ont. Là, la Tunisie fait un peu mieux que résister, elle tient le coup. Mais la grande inquiétude, c'est sur nos voisins, à la fois de l'Est et du Sud. Ce sont de vraies inquiétudes stratégiques. Quand vous parlez à des gens qui s'occupent de renseignements ou de renseignements militaires, ils vous disent, nous, on ne fait pas de politique, on s'en fout, mais l'Algérie, c'est quand même une économie qui a perdu la honte, puisque le pétrole... C'est un système politique essoufflé, et ils ont toujours les organisations qui sont toujours là. Parce que comme a dit Mustafa tout à l'heure, le grand avantage du Maroc, c'est qu'il n'a jamais utilisé le militaire pour faire la police. Ça, c'est un avantage d'abord pour la protection des droits. J'ai beaucoup de respect pour l'institution militaire, mais c'est pas son job de faire la police. Et quand elle fait la police, elle fait des catastrophes. Toutes les armées du monde. Les Français, quand ils ont envoyé l'armée faire la police en Algérie, ça s'est terminé par des massacres, des tortures. Donc, ils ne savent pas faire.
Et le Maroc a cette résilience-là, que c'est quand même, ce sont des fonctionnaires de la police. On l'a vu avec la création du BCIJ, vous l'avez dit, qui respecte tous les droits constitutionnels lors des interventions extrêmement régulières. L'Algérie a une position, je vais être très rapide, mais pour moi c'est la grande schizophrénie algérienne. L'Algérie, par sa constitution, interdit à son armée de quitter ses frontières. Sauf qu'on les a arrêtés à Mgala, que ce n'était pas dans leurs frontières. C'est par sa constitution qu'elle interdit. Mais en même temps, elle ne veut pas que le Maroc mette le pied au sud. Donc non seulement elle ne veut pas bouger, mais elle ne veut pas que le Maroc bouge. Or la Mauritanie, impossible avec les possibilités qu'elle a, que la Mauritanie sécurise toutes ses frontières. Et donc le risque est grand. Seloz Razi, il nous reste à peu près 5 minutes, je vous fais réagir sur l'Algérie, après je voudrais vous parler juste pour finir sur la démarche, parce que je vous disais tout à l'heure, il y a des faits divers quand on regarde ce livre, quand on va à l'intérieur, c'est dans la démarche comprendre comment les lier au terrorisme. Seloz Razi. Alors d'abord, un petit commentaire sur la coopération. Alors, je crois l'évaluation du G5. C'est le modèle européen qui a été copié et à mon sens, du moins mon opinion personnelle, c'est à voir avec le sponsoring, parce que ce n'est pas une approche intégrée basée sur les concessions des parties concernées ou des pays concernés. Dans ce livre, nous avons appelé pour ce qu'on appelait une coopération diplomatique entre les pays, c'est-à-dire dans le domaine de la sécurité, les hostilités politiques doivent être laissées de côté. On ne peut pas se permettre de lier le comportement diplomatique avec les défis sécuritaires. Même, par exemple, le cas du Maroc et l'Algérie, il y a les problèmes diplomatiques qui ne sont pas bons, mais la sécurité doit continuer. Mais malheureusement, les Algériens ne veulent pas de cela, ou n'ont pas voulu le faire. Lorsqu'on travaillait sur ce livre, on voulait faire sortir des recommandations, mais on a dit non. Ça n'a aucun sens qu'un livre... Quelle serait cette recommandation si vous deviez la faire? Alors, cette recommandation aurait été de pousser les Nations Unies à faire en sorte que la coopération sécuritaire comme une obligation pour garder son siège dans le Comité international de lutte contre le terrorisme. Alors, tous les pays qui ne coopèrent pas et qui n'aident pas dans le domaine de la sécurité ne peuvent pas garder leur siège en tant que membres. Et nous sommes en train de travailler avec des experts dans le domaine et j'espère qu'on va pouvoir finir ce livre dans les 3 mois. J'aurais voulu avoir plus de temps. C'est vrai que extrêmement intéressant, extrêmement instructif. Je suis désolé, on doit rendre l'antenne. C'est Balaoui, très rapidement. Non, en 10 secondes. Oui. En 10 secondes, ce que raconte le livre, c'est que beaucoup de cellules ont commencé par ce qu'on appelle le tazir, c'est-à-dire les gens qui veulent faire appliquer la morale religieuse par la force. Et ça se termine par des actes terroristes. Les cas que nous connaissons maintenant, ce sont des cas, c'est la genèse d'actes terroristes. Ce qu'on a connu à Bni Mellal, et pour moi, relève de la loi contre le terrorisme. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre ce sujet. Excellente soirée sur Média TV. Ne ratez pas, si vous nous avez pris en route, la rediffusion à 22h40 comme tous les soirs.